Norilsk, en pleine nuit polaire, la limite extrême de l'expansion soviétique en Sibérie. Au-delà du cercle polaire, à plus de 3200 km de Moscou. Une ville sans âme de 280 000 habitants, dont la fortune repose sous la glace, dans de fabuleux gisements de nickel et de cuivre. Mais Norilsk, c'est aussi le passage obligé pour atteindre la base scientifique de Khatanga, isolée dans la nuit et le froid, à 2 heures plein nord tout près du pôle. Sur un territoire presque aussi grand que la France, Khatanga abrite une station météorologique plantée au milieu d'un nulle part de glace, balayé par des vents à -35. Khatanga, chez Vladimir. Vladimir a 50 ans. Il y a encore 4 ans, il était météorologue. Il dit en souriant qu'il était donc bien placé pour sentir le vent tourner. Alors, quand il a compris qu'ici les scientifiques n'avaient plus d'avenir, il a démissionné. Aujourd'hui installé à son compte, il cumule les activités, un peu chasseur de caribous, un peu gardien de navire, un peu responsable de la chaufferie. Mais il n'a jamais songé à partir, car avec le temps, la glaciale et obscure Khatanga est devenue son foyer. Le sien, mais aussi celui d'Oleg, de Sergueï, de Tatiana ou d'Alexis, de tous ceux qu'il croise quand il arpente la nuit polaire pour aller échanger quelques mots avec les uns et vider quelques verres de vodka avec les autres. Et pourtant, à Khatanga, la vie n'est ni facile ni confortable. En Sibérie, comme partout ailleurs, la nuit est propice aux rêveries, aux angoisses, au romantisme et aux insomnies douloureuses. Seulement ici, la nuit dure 3 mois. Il est 1 heure du matin, mais ici, même l'heure n'a pas de sens. Heure locale, heure de Moscou, heure GMT, de toute façon il fait nuit. Oleg, le chef de la station, est penché sur ses dossiers. Il doit le plus tôt possible trouver le moyen d'alimenter une base voisine qui manque de tout, mais il n'a plus de réserve. Presque sous les fenêtres d'Oleg, Sergueï, lui aussi, gère la pénurie. Sergueï est aérologue, il a 46 ans. Depuis 26 ans, 2 fois par jour, il fabrique l'hydrogène qui va servir au ballon-sonde chargé de collecter les données météorologiques. Depuis 26 ans, les gestes sont restés les mêmes. Sergueï et le matériel ont vieilli ensemble, tant bien que mal, en parent pauvre de la science en Sibérie. Depuis quelque temps, il doute. Bien sûr, les données recueillies par ces radiosondes sont transmises à Moscou et à l'Organisation mondiale de la météorologie, mais coupées du monde, Sergueï n'est même pas sûr qu'elles soient utilisées. Alors Sergueï se raccroche à ses gestes. Un peu de soude, du silice de fer et de l'eau. Encore une fois, la réaction chimique va s'opérer. Pour Sergueï, cela fait bien longtemps qu'il n'y a ni mystère ni surprise. Plus de 10 000 fois, il a fait les mêmes gestes, beaucoup plus de 10 000 fois. Plus besoin de balance. Sergueï a tout le temps de penser aux illusions perdues de sa jeunesse, à ses rêves trahis.
Mais ses mains réfléchissent et agissent pour lui, sans hésitation et sans erreur. Dans les bouteilles, la température va maintenant monter doucement. Sergueï n'a plus qu'à attendre, pendant que sur la paillasse du labo, Tatiana va préparer et activer les radiosondes. Mon rôle est de préparer la sonde. D'abord, je l'étalonne pour que les données transmises par radio arrivent toutes avec les mêmes paramètres. Ensuite, je la démonte pour brancher une batterie préparée en avance. Dans la sonde, il y a plusieurs capteurs. Un capteur de température, un capteur d'humidité, un capteur de pression et aussi un émetteur qui envoie ces informations pendant le vol. Радиозон готов для выпуска. Un peu plus d'une heure après, le ballon est prêt. Pour une fois, Sergueï n'est pas seul à surveiller son envol. Mais l'histoire est sans parole. Vladimir est perplexe, partagé entre la pitié et l'admiration. Sans oser le questionner, il regarde Sergueï jouer son rôle de scientifique abandonné et mal payé, avec une conscience et une régularité incroyables et sereines. Chaque jour pourtant, la porte est plus lourde et plus difficile à manœuvrer. Chaque jour, Sergueï est plus fatigué. Quand il quitte le hangar, Vladimir a le pas un peu plus lourd. La nuit et le froid pèsent de plus en plus. Derrière les fenêtres d'Ivan et de Natacha, un des jeunes couples de la base, la lumière brille en permanence, chaude et rassurante. Et il suffit d'un peu de musique venue d'ailleurs pour être bien. C'est pas vrai ces histoires, mais moi je crois. Mon mec à moi, il me parle de l'aventure. Et quand oui dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Et il parle d'amour, comme il parle d'aventure. Et moi je suis vive, tellement je crois tout ce qu'il dit. Tellement je crois tout ce qu'il dit. Oh oui, mon mec à moi. Ma façon d'être moi, si je me dis oh je t'aime, c'est un des cinémas, mais ce n'est pas réel. C'est une toute autre musique qui berce Sergueï et Alexis. Les crépitements des téléx alternent avec les cliquements de l'ordinateur. Les premières données météo envoyées par le ballon arrivent, il faut les décrypter, les traduire et les transmettre. Comme tous les météorologues de Sibérie, Sergueï et Alexis ont la nette impression d'être les mal-aimés de la science. Et pourtant, ils s'accrochent. Ils savent bien que la météo mondiale pourrait se passer d'eux,
mais il continue à travailler. Si j'arrête de travailler ici, qui viendra me remplacer? Les jeunes ne veulent plus venir. Je les comprends. Mais quand je suis arrivé il y a 18 ans, je ne pouvais pas imaginer que cela finirait comme ça. Non, il n'y a plus d'avenir, mais je n'ai pas le choix. S'il n'y a pas d'avenir, il reste un présent à assurer. À 2h30, Oleg, en bon chef de station, est toujours fidèle au poste. Depuis 5 ans qu'il travaille pour lui, Vladimir s'étonne de voir comment l'État russe traite ceux qui s'obstinent à travailler pour lui. Oleg est abandonné avec ses soucis quotidiens. Aujourd'hui, il doit trouver une solution pour aider la minuscule base de Taïmyr à 3 heures d'hélicoptère de Khatanga. Là-bas, 5 chercheurs isolés attendent leur ravitaillement. Mais 1 heure d'hélicoptère coûte 1 200 000 roubles, 30 fois le salaire mensuel d'un météorologue, et sur son budget, au poste transport, Oleg n'a plus rien depuis longtemps. Le gros problème est que les bases disparaissent sans que rien ne soit organisé. Sur ce territoire, il y avait 28 bases. Seules 5 restent ouvertes et elles fonctionnent avec le 10e des effectifs. La base de Krinkel, par exemple, était très importante dans le dispositif de surveillance du climat. Eh bien, elle est en train de fermer. Sur 120 personnes, il n'en reste que 5 ou 6 qui font surtout de l'entretien. Toutes les bases de cette zone sont sinistrées. Rudolfa, Visea, Sopechnaya, Roussia, tout arrête presque par surprise. Cela peut nous arriver ici à Khatanga du jour au lendemain. Et on fera quoi? Rien n'est prévu pour la suite. Il va falloir se débrouiller. On en revient toujours au problème d'argent, à la question du budget. Je ne pense plus qu'à ça maintenant. La chaufferie, c'est le cœur de Khatanga, un cœur qui bat 24 heures sur 24 et qui brûle plus de 10 000 tonnes de charbon par semaine et qui maintient la ville dans un confort artificiel. Si elle s'arrêtait, Khatanga ne survivrait que quelques heures. Sans la centaine d'ouvriers qui alimentent en permanence la chaufferie, il n'y aurait pas de vie. Grâce à eux, Sergueï fait mûrir des tomates et des piments. Sous serre, il réinvente le rythme, la chaleur et la richesse des saisons. À cette latitude, le verre n'a pas de prix, il est la couleur de l'espoir. À tous ceux qui pendant la nuit ne peuvent pas ou ne veulent pas dormir, comme à tous ceux qui ne supportent pas la solitude, l'aéroport ouvert en permanence offre asile. On s'y retrouve entre amis, on y boit un thé, on échange des nouvelles,
on téléphone et on achète des cigarettes. Coincés au sol, les pilotes attendent patiemment de meilleures conditions pour décoller. Pour eux au moins, le travail des météorologues a vraiment un sens. Pour l'heure, leur sort est entre les mains de Nina, la responsable des prévisions météo. C'est un peu la grande prêtresse de la piste, une personnalité incontournable de Khatanga. Anémomètre, baromètre, thermomètre. Quoi qu'il arrive, toutes les 3 heures, une des jeunes femmes ingénieurs météo doit relever les appareils, vérifier leur bon fonctionnement, et puis ensuite rentrer pour dicter les résultats à Nina, qui seule va pouvoir les analyser. Au début, je suis venue dans le Grand Nord par romantisme. J'étais dans les jeunesses communistes et je pensais être utile à mon pays tout en vivant une aventure. Maintenant, rien ne va plus. Le matériel est trop vieux, trop fragile et on n'a même plus de quoi se protéger du froid. Ici, on ne peut jamais s'arrêter. Alors, 24 heures sur 24, les filles sortent faire des relevés en vêtements de ville par moins 50 ou même encore moins. Et puis maintenant, beaucoup de collègues ont démissionné et nous devons travailler encore davantage pour les remplacer. Il faut de l'enthousiasme pour travailler ici. Mais à notre époque, l'enthousiasme ne suffit pas. Pour rester, alors qu'on gagne 48 000 roubles par mois, soit moins de 15 $, il faut être vraiment amoureux ou fou. Sans doute elles repartiront bientôt vers un monde plus normal, ces jeunes diplômés qui ne voient de la vie des autres qu'un pâle reflet. Combien seraient prêtes à se cloîtrer des années entières pour des recherches aussi modestes, sans espoir, sans financement, sans promotion et sans aucune reconnaissance? Tous les chiffres sont bons et ils concordent. Cette fois, Nina donne son feu vert au pilote. Grâce aux avions, Khatanga va de nouveau être relié au monde. Dans quelques heures, pour certains, le jour va se lever. Ivan s'apprête à partir. Il va chercher sa feuille de vol. Natacha, sa femme, est à la radio. Ils ne seront pas vraiment séparés. Pour vivre ici, il faut être fou ou amoureux, dit Nina. Natacha et Ivan sont sans doute les deux. Comme beaucoup, ils sont venus mettre leur romantisme au défi de survivre à ces conditions extrêmes, à la peur souvent, à l'ennui parfois. Chaque jour, ils ont l'impression de frôler l'exceptionnel et de vivre ensemble un grand frisson glacé. Sur les ondes et à travers la nuit, Natacha suit Ivan. Il reviendra demain. Et quand te brûle ses yeux, je pourrais passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle d'aventure. Et moi je suis libre, et moi je crois à tout ce qu'il dit. Et moi je crois à tout ce qu'il dit. Oh oui. Инфляция съедает всех. Уже у людей же деньги кладутся на книжку. Pour Oleg, si l'aventure est quotidienne, elle est aussi bureaucratique. Celle d'aujourd'hui se termine bien. Oleg a réussi à obtenir du directeur de l'aéroport un crédit pour l'hélicoptère dont il avait besoin. Il a utilisé tous les arguments,
Le froid, la nuit, les réserves de fioul épuisées, les 5 boîtes de conserve qui restaient pour les repas des chercheurs. Le directeur a cédé. Demain, Taïmyr sera ravitaillé. Oleg est rassuré, mais c'est au tour de Vladimir d'être inquiet. La température a chuté, il fait maintenant moins 47 degrés. Il est sans doute plus prudent d'aller faire un tour au port pour vérifier que les bateaux dont il a la charge ne souffrent pas trop. Ils sont près d'une dizaine, des bateaux de pêche échoués sur un lit de glace. Ils se sont fait surprendre par le froid et l'hiver et resteront coincés ici de septembre à juin. Malgré leur taille, ils sont dans ce climat d'une fragilité de verre. Vladimir est là pour les surveiller. Par moins 47 degrés, ce travail devient presque titanesque. Chaque coup de pelle est un exploit, chaque bloc de glace découpé une victoire. Et pourtant, il faut tenir, ne jamais s'arrêter. C'est parce qu'il sait tout cela que Vladimir veut soutenir son équipe et vérifier qu'elle tient le choc. La navigation dure ici 3 mois par an au maximum. Puis le froid arrive et la glace devient dure comme du béton et se forme en profondeur jusqu'à 2,50 m. Alors on constitue des équipes pour sauver les bateaux. En permanence, on découpe avec de grosses scies des blocs de glace pour libérer les coques de la pression. Pendant le long hiver polaire, la vie n'est pas facile, mais elle est taillée sur mesure pour les vrais hommes qui viennent affronter les éléments naturels et éprouver leur caractère et leur destin. Le Grand Nord est attirant pour ça. Jusqu'à moins 40, les difficultés physiques sont surmontables. Mais moi, par exemple, maintenant, je commence à avoir des difficultés pendant la nuit polaire. Elle est totale pendant plus de 3 mois. 3 mois sans voir le soleil. Notre œil a besoin de lumière et ce n'est un secret pour personne qu'on est perturbé pendant cette période. Certains dorment beaucoup, d'autres deviennent insomniaques et dépressifs. Chez nous, les Nordiques, il y a un proverbe. Celui qui vit en Arctique sera victime du virus polaire. Il suffit d'une fois pour en être victime pour longtemps, ou pour toujours. D'ailleurs, les gens qui sont venus ici reviennent souvent. Ce virus dont parle Vladimir, ils l'ont tous attrapé. Et rien, ni la nuit interminable, ni la fatigue, ni les désillusions, rien ne pourra les guérir. Ils sont à Ratanga solidaires. La route est encore longue, la vie continue, et de toute façon, il est peut-être trop tard pour qu'ils en découvrent une autre. Enfin, on charge l'hélicoptère. Dans quelques heures, les chercheurs de Taïmyr seront ravitaillés. Ils recevront de quoi tenir quelques semaines encore, 3 ou 4 mois maximum. Et alors le problème se posera de nouveau. Dans ce monde où la vie et les repères sont si différents des nôtres, il ne reste hélas qu'une valeur opérante, l'argent. Sans lui, les scientifiques semblent condamnés à renoncer à toute recherche effective pour se contenter d'exécuter des travaux de simple observation dans des conditions précaires.
Alors, puisqu'en Sibérie, les chercheurs n'ont à gagner ni argent ni gloire, puisqu'ils n'ont même pas l'espoir de voir leur travail reconnu, puisqu'ils sont comme oubliés du monde, pourquoi toute cette énergie, tout ce courage, tous ces combats? Une partie de la réponse est là. Certes, dans son rapport direct et sans concession avec un univers fort et immuable. Ceux qui sont tombés sous le charme en oubliant presque les frustrations de leurs ambitions professionnelles. Pour améliorer l'ordinaire plutôt spartiate de la station et rendre le quotidien supportable, il faut parfois opérer un retour à la vie sauvage. Alors certains météorologues partent chasser en traîneau dans la toundra déserte. À Khatanga, comme dans les autres stations et bases de Sibérie, on s'adapte à la précarité. On bricole, on n'avance pas mais on se maintient. Ne pas baisser les bras, ne pas céder devant les difficultés. Ne pas demander une aide qui de toute façon ne viendra pas. Mais les vraies questions restent en suspens. Vladimir qui démissionne, des chercheurs qui se transforment en aventuriers et des chiens comme seul assistant. Pour la science, le voyage au bout de la nuit polaire semble près de la fin.